Quand les animaux sauvages des terres lointaines sont exposés aux yeux fascinés des Occidentaux, c'est tout un monde que l'on met en cage. L'histoire des zoos nous plonge au cœur de la vie des animaux à travers le temps. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historien Éric Baratet à faire l'histoire du zoo. Bonjour. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Je ne vais pas vous chanter la suite, un peu scabreuse, de Gare au gorille, mais vous vous souvenez sans doute que dans cette chanson de Georges Brassens, l'animalité et l'humanité s'échangeaient de part et d'autre d'une cage de zoo, comme un jeu de regard. Lorsqu'elle fut composée en 1952, on commençait tout juste à envisager que les animaux puissent avoir une histoire. Mais ce n'était pas tout à fait la leur, plutôt l'histoire des rapports que les hommes entretiennent avec le monde animal, c'est-à-dire, pour les bêtes sauvages que l'on enferme dans les zoos, des rapports de fascination et de répulsion. Peut-on changer de regard sur cette histoire d'exploitation et d'exhibition et adopter le point de vue animal? Tel est le titre d'un des livres de l'historien Éric Baratet, qui tente d'approcher les manières de sentir et d'agir des bêtes, ici les bêtes en cage. Que voit de nous l'ours du zoo de Stellingen? Transportons-nous près de Hambourg pour le savoir. Tout pourrait partir d'un regard, d'une histoire de point de vue. Cet ours, que l'on voit à l'image, filmé en 1963, enfermé au zoo de Stellingen, en banlieue de Hambourg, a une histoire intime qui nous échappe. Mais s'il était possible de comprendre son regard animal, quelles histoires pourrions-nous apprendre? De lui, comme de nous-mêmes. Et si faire l'histoire des zoos nous permettait de nous rapprocher de l'histoire de ces êtres que l'on a mis en cage? Et comme les animaux, les cages et les zoos ont leur histoire. Regardons cette photographie. Nous sommes le 7 mai 1907 devant le portail du zoo de Stellingen. Ces hommes qui posent pour la postérité, chapeau haut de forme sur la tête, inaugurent l'un des premiers zoos monumentaux en Europe. Le portail, orné de sculptures d'éléphants, de lions, mais aussi d'une figure humaine, d'un sauvage des terres lointaines, est un condensé de ce monde animal et humain que l'on colonise et que l'on offre désormais au regard dans des zoos. On voit ici, sur cette image, prise également en 1907, le fondateur du zoo de Stellingen, Karl Hagenbeck. Né en 1844, Karl Hagenbeck est le fils d'un marchand d'animaux qui devient, à la fin des années 1850, le principal marchand d'animaux d'Allemagne. Car tout part de là, d'hommes qui décident, dans la continuité des conquêtes coloniales, de faire des animaux une marchandise de choix. On les capture, on les transporte, on les vend et on les montre dans les cirques, les ménageries et les premiers zoos. L'empire de Karl Hagenbeck repose sur une fascination ancienne pour les animaux sauvages, remontant à la plus haute Antiquité, ayant connu un premier développement suite aux grandes découvertes et prenant une importance accrue au XIXe siècle. Les jardins zoologiques sont alors multipliés près des villes de l'Europe industrielle. Ils servent de symbole du dynamisme des cités, d'instruments d'inventaire, de maîtrise et d'exploitation de la nature, de vitrine de la conquête européenne des autres continents. Le zoo de Stellingen, en bordure de Hambourg, est représentatif de ces zoos qui offrent aux citadins le spectacle de bêtes sauvages, exotiques, curieuses, bien différentes des espèces européennes. Les zoos font office de succédanés des voyages et satisfont l'envie d'exotisme qui s'intensifie en Occident et qui incite à vouloir s'évader au loin. Les zoos assurent la démocratisation de pratiques de loisirs qui étaient réservées aux élites sociales. Le zoo, c'est le sauvage soumis à l'homme, acceptable seulement s'il reste à sa place, car le public oscille entre la curiosité et la crainte, symbolisées par les barrières doublées, triplées au fil des décennies. Le public aime beaucoup les nouveautés. Ainsi, le zoo de Londres importe peu à peu, à partir de 1849, un mandrill, un hippopotame, un marsouin, un éléphant d'Afrique, un chimpanzé, un gorille, un okapi, etc. Le succès est considérable.
surtout lorsqu'il s'agit du premier individu arrivé vivant en Europe. Mais avant d'exhiber les animaux sauvages aux yeux de tous, on commence par les montrer dans les cours royales. Revenons un peu en arrière. Dès la Renaissance, à la fin du XVe siècle en Italie, les cours princières et seigneuriales installent dans leur domaine des ménageries. Dans ces espaces privés, les seigneurs y enferment et exhibent de très nombreuses bêtes sauvages. Le Seraglio de Laurent de Médicis, par exemple, compte plusieurs léopards, des lions, des éléphants ou encore des ours sauvages. Quand les rois, les princes et les papes ne commandent pas directement ces animaux exotiques, symboles de puissance et de force, on leur en offre comme un signe d'hommage. Les rois se gargarisent d'avoir le seul représentant d'une espèce dans leur ménagerie. La bête exotique est encore plus intéressante si elle est rare. En plus de cette dimension symbolique de distinction sociale, l'aspect économique et marchand va jouer un rôle déterminant. Ce que l'Occident va appeler les grandes découvertes, à partir du XVIe siècle, va ouvrir de nouveaux marchés. Alors que les cités marchandes italiennes comme Gênes, Pise, Livourne et Venise étaient les principaux ports d'approvisionnement des ménageries européennes, les empires espagnols et portugais vont à leur tour irriguer les cours royales et princières de nouvelles espèces. L'accélération des conquêtes coloniales tout au long des XVIIIe et XIXe siècles va ouvrir de nouvelles voies et faciliter la marchandisation des bêtes exotiques. Karl Hagenbeck et son zoo de Stellingen ne fait que continuer une histoire longue de plusieurs siècles. L'histoire des zoos est indissociable au XIXe siècle de celle des empires, à tel point qu'à partir des années 1870, les zoos des puissances coloniales se spécialisent dans les faunes de leur empire national. Les animaux sont donc pensés comme des vaincus, des captifs, des trophées. Leur enfermement symbolise la victoire de la civilisation sur le sauvage et ne pose aucun problème jusqu'au début du XXe siècle. Le lien entre colonisation et zoo fait qu'il sert aussi à exhiber des populations humaines exotiques. Le lien des zoos avec les empires et l'exotisme est aussi affiché dans la scénographie, notamment avec l'essor d'une architecture ethnographique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, à Anvers, en 1856, c'est un temple égyptien pour éléphants, girafes et chameaux. Au Tiergarten de Berlin, c'est une pagode indienne, comme on le voit sur cette photographie, qui accueille rhinocéros et éléphants. Mais il y a aussi une habitation orientale pour les chameaux, une maison japonaise pour les échassiers, un temple égyptien pour autruches, une hutte d'Indiens d'Amérique pour les bisons. L'exotisme prend ainsi ses aises avec la géographie, mais il transforme les jardins en morceaux de terre étrangère, soumises et importées. Désormais présents dans les villes européennes, bien qu'emprisonnés, les animaux du monde entier passent devant tous les regards. Pas étonnant donc de les retrouver de plus en plus dans les peintures et les sculptures du XIXe siècle. Si la mode est aux scènes de combat d'animaux, elle est aussi et avant tout à l'inspiration d'après-nature, comme on le voit ici sur ces études et tableaux d'Eugène Delacroix. Les artistes ont longtemps imaginé les bêtes lointaines à partir des descriptions des voyageurs, transformant des crocodiles en dragons. Dans les années 1830, les peintres et sculpteurs viennent observer et dessiner ces animaux sauvages directement dans les ménageries foraines ou les zoos. C'est le cas du sculpteur Antoine-Louis Barye, qui passe de longues heures à contempler et modeler les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris. Il en tire des représentations devenues célèbres, comme son tigre dévorant un gavial en 1831 ou encore son lion au serpent en 1833, qui impressionne les salons du début du siècle. Et si ces représentations, d'après nature, nous racontaient autre chose? Ces images et ces sculptures ne sont-elles pas des portraits, des témoignages uniques des vies individuelles de ces animaux disparus?
Ces portraits ne seraient-ils pas une archive qui nous permettrait d'écrire plus justement leur histoire à travers les barreaux de leur cage? Les cages sont donc des vitrines, des présentoirs avant d'être des habitats. Le milieu du 19e siècle voit l'abandon des palissades en bois au profit de grillages qui paraissent libérer le regard, puis le verre remplace les barreaux dans les salles internes. Cela accentue la transformation de l'animal en tableau vivant et donne au lieu une allure de cabinet d'histoire naturelle ou de musée des beaux-arts. Le zoo représente donc un vécu, mais aussi une histoire pour les animaux que l'on découvre en prenant le point de vue animal. Cela commence par leur capture. Les congénères les défendant sont abattus. Les capturés meurent en masse en raison de blessures ou d'un violent stress. Les survivants affrontent un transport très précaire, comme cet hippopotame attrapé à la fin du 19e siècle par l'équipe de Karl Hagenbeck, puis qui est emballé dans un brancard porté par 2 dromadaires jusqu'aux côtes d'Afrique. Beaucoup meurent du stress, d'une alimentation insuffisante ou inadaptée, de maladies contagieuses. La mortalité est donc énorme. Au XXe siècle, des capteurs et marchands l'ont estimé à 50% pour les transports et à 10 morts pour un animal vivant et visible au zoo. En fait, c'est souvent plus. 32 morts pour un seul gorille de l'Est, arrivé vivant dans un zoo en 1949. Revenons une dernière fois derrière le portail du zoo de Karl Hagenbeck. Peu à peu, les cages vont disparaître au profit d'enclos plus vastes, sans barreaux, dans la droite ligne de la mode des panoramas qui pullulent à la fin du 19e siècle. Mais tout cela relève de l'illusion et de la mise en scène. On reproduit l'ailleurs pour mieux l'apprivoiser. Aujourd'hui comme hier, les animaux enfermés errent dans de faux territoires destinés à satisfaire le regard des promeneurs, à donner l'illusion d'une proximité qui n'aurait de sens que si elle était partagée. Dans ces espaces qui jouent désormais la préservation des espèces face au risque d'extinction, la rencontre entre les hommes et les animaux ne se fait pourtant pas. Parce que la cage, bien que devenue invisible, reste intacte. Et si une nouvelle manière d'écrire l'histoire des animaux pouvait changer notre regard sur eux? C'est tout l'enjeu d'une histoire du point de vue animal. On trouve dans les archives humaines de quoi reconstituer un peu de l'expérience vécue par les animaux. Et cette histoire mérite d'être racontée au même titre que toutes les autres. Ainsi, au zoo, des animaux captifs souffrent de maladies carcérales, ulcères, affections cutanées, respiratoires, psychosomatiques. Des animaux absorbent leurs déjections ou lèchent les peintures et les murs. Beaucoup s'adonnent aux mouvements stéréotypés, oscillations, trajets répétés, bonds incessants, des mouvements qui occupaient encore plus des 2/3 du temps des ours et des primates au zoo de Stuttgart au début des années 1990. Des animaux souffrent de dépression ou compensent par une suractivité sexuelle, tels les lions. Beaucoup meurent vite de l'affaiblissement dû au stress de la captivité. Autour de 40% des oiseaux et des mammifères dès le premier semestre au Jardin des Plantes à Paris, en 1859 comme en 1930. Et plus de 50% encore au zoo de Vincennes en 1985. Les autres bêtes meurent ensuite assez rapidement en raison des médiocres conditions en vigueur jusqu'aux années 70. Cette histoire animale a de fortes répercussions sur l'histoire humaine. Toute l'histoire des zoos depuis Stellingen en 1907 est marquée progressivement par l'élargissement des espaces, l'accroissement de la végétalisation, la proposition d'activités, l'amélioration des soins. Des mesures qui visent à limiter les effets de la captivité, mais jamais qu'en partie. Tout décidément en histoire est affaire de point de vue, et celui que nous portons aujourd'hui sur les zoos n'est assurément plus le même que celui optimiste, dominateur, de la fin du XIXe siècle. Il en va d'ailleurs de la condition animale comme de toute histoire de domination et de colonisation. Et si les parcs animaliers firent longtemps la joie des enfants, combien de temps supporteront-ils encore la vue d'animaux sauvages emprisonnés? Lisez « Histoire du lion personne » de Stéphane Odeghi,
paru en 2016. C'est un roman raconté à hauteur de bête. On y suit les tribulations d'un lion, depuis la savane sénégalaise jusqu'au jardin zoologique de Paris, où il meurt en 1796. Mais on parcourt aussi les étapes du transfert de la ménagerie royale de Versailles au jardin des plantes de Paris. Et puis, surtout, on comprend comment le zoo porte en lui le rêve désenchanté des Lumières. Au revoir.